les Américains qui ont financé cela, parce que ne voulant plus agir à découvert, ils ont trouvé comme toujours des portefaix, des gens qui viennent agir à leur place. Vous savez, les esclavagistes qui vendaient nos frères au Brésil ou aux Amériques, c'était des Africains aussi. So, non, Filimbi, je ne sais pas si c'est sifflet que ça veut dire. Est-ce que c'est la première fois qu'on a sifflé ici au Congo? Et pour siffler ici au Congo, il faut faire venir des gens du Burkina avec des chanvres dans leurs valises. La MONUSCO avec comme pomme de discorde la réduction des effectifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Alors tout de suite, monsieur Lambert Mende Omalanga, question. La réduction qui fait grand bruit, voire polémique, s'est transposée jusqu'aux Nations Unies, le siège des Nations Unies à New York. Le gouvernement de la République campe sur ses positions là-bas. La position du gouvernement de la République apparemment ne change pas d'un iota. Y a-t-il des bonnes raisons pour cela, monsieur le ministre? Oui, il y a de très bonnes raisons. Je ne pense pas que la polémique se soit déplacée d'ailleurs vers New York. En fait, ça a commencé chez nous. Non, c'est à New York qu'on discute. Nous sommes un acteur et le Conseil de sécurité en est un autre. La MONUSCO ne peut pas être considérée comme un acteur comme tel, parce qu'elle est là comme un instrument du Conseil de sécurité. Donc, ça se passe entre le Conseil de sécurité et nous, et étant donné que le siège du Conseil est à New York, disons que la discussion s'est amorcée à New York. Mais le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, n'est pas chaud. Il donne son point de vue, naturellement, mais la décision appartient au Conseil de sécurité. Donc c'est une négociation. Alors, quelles sont ces bonnes entre raisons le gouvernement et le Conseil de sécurité? Aux yeux du gouvernement. Pour le gouvernement, nous pensons que 15 ans de minorité, ça permet quand même à un mineur d'engranger quelques capacités de pouvoir résoudre ses problèmes. Si en 15 ans, un enfant n'est pas capable de pouvoir marcher seul, de pouvoir s'exprimer, de faire ses premiers pas, d'aller à l'école sans qu'un adulte l'accompagne, c'est qu'il y a un problème dans cette forme d'encadrement et qu'il faut immédiatement penser à autre chose. Mais nous estimons que la République démocratique du Congo, après avoir été soutenue, ce pourquoi nous sommes tout à fait reconnaissants au système des Nations Unies pendant ces 15 dernières années, la RDC donc est en train de retrouver ses capacités d'assumer les problèmes de sécurité, comme le démontrent ses performances avec le M23, avec l'ADF Nalou et maintenant avec le FDLR. Nous ne comprenons qu'assez difficilement la tendance chez certains de nos partenaires de la MONUSCO à considérer comme quelque chose qui va dans le sens de leur discrédit le fait qu'un pays comme la RDC, qu'ils ont été appelés à soutenir, qu'ils ont été appelés à appuyer pour lui permettre de retrouver ses capacités, retrouve ses capacités. C'est plutôt un signe d'accomplissement d'une mission qui devrait faire plaisir à la MONUSCO. Donc nous sommes un peu perdus de voir cette réaction qui est une réaction contre nature. Lorsque vous réussissez une mission, qu'on vous a confié un pays en difficulté et que le pays cesse d'être en difficulté, même si c'est progressivement, vous devriez vous en réjouir, au lieu de vouloir tout le temps envoyer des signaux en sens contraire, comme pour dire « j'ai échoué, il faut continuer à me donner la mission ». Si vous avez échoué, mais on doit vous retirer la mission pour la confier à quelqu'un d'autre. Or, nous ne pensons pas que la MONUSCO a échoué. Nous pensons que la MONUSCO a réussi ou est en train de réussir. Alors, il y a là une contradiction que le Conseil de sécurité pourra
réglé, nous en discutons. Oui. Nous sommes membres de cette communauté. Nous sommes membres de cette communauté internationale. Et donc, nous allons certainement trouver la voie de la raison. Il y a beaucoup de gens raisonnables à New York. Monsieur le ministre, les porte-parole du gouvernement, et votre collègue Raymond Tchibanda, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve sur place, parle des 4 points de désaccord avec l'ONU. Oui. La MONUSCO. Oui. C'est justifié? Mais absolument. C'est-à-dire que sur le terrain, s'il y en a qui, comme le représentant du secrétaire général, reconnaissent que la MONUSCO n'a pas pour vocation de rester indéfiniment en RDC, il en est d'autres qui se comportent comme si le fait pour la MONUSCO de cesser d'être en RDC est une sorte de drame pour les membres de cette force. Nous ne raisonnons pas comme ça et nous ne voyons pas pourquoi des gens raisonneraient de la sorte. La MONUSCO est venue pour ne pas rester. La MONUSCO est venue pour aider les FRDC à assumer les tâches de défense et de stabilisation de la RDC seuls. Alors, voici 15 ans passés, les FRDC commencent à démontrer leur capacité à garantir la sécurité de la population de manière autonome, et il y aurait des gens que cela mécontenterait, nous ne comprenons pas. Donc là, il y a certainement une contradiction. L'autre contradiction, c'est sur la vitesse, nous sommes tous d'accord. MONUSCO, New York, gouvernement congolais, sur le fait que la MONUSCO doit quitter la RDC. Mais nous ne sommes pas d'accord probablement sur la vitesse de départ de la MONUSCO. Là où nous demandons 5 à 6 000 départs par an, parce que l'idée d'un départ progressif, nous la partageons aussi. Mais nous pensons que 5 à 6 000 peuvent partir par an. Les autres estiment que c'est 2 000. Nous estimons que c'est peu. Nous estimons que c'est peu. C'est peu, 2 000, parce que ça va nous prendre plus de temps, comme si nous étions encore en enfance, comme si nous n'avions retrouvé aucune capacité. Nous contestons cette lecture-là. Nous la contestons. C'est pourquoi la discussion continue. Et j'espère que nous arriverons à nous mettre d'accord. Alors, parmi les 4 points de désaccord, d'après Raymond Tchibanda, il y a cette polémique, on va le dire, qui est née ici à Kinshasa, d'abord du retrait de l'appui de la MONUSCO concernant les désarmements forcés par les forces armées de la République démocratique du Congo, suivis immédiatement par les renoncements par le gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila et Kabangé. Alors, concernant ces points des accords, monsieur les ministres, Martin Kobler, on va dire, le chef de la MONUSCO, vient, aux dernières nouvelles, de donner une dérogation, c'est ça le mot utilisé, au gouvernement de la République, sinon aux 2 généraux dont il est question, le général Fall, mais aussi Bruno Mandevou, de réintégrer les opérations militaires Sokoladé concernant les rassemblements, plutôt des désarmements forcés des FDLR. Vous en dites quoi, monsieur le ministre? Écoutez, mettons-nous d'accord. Nous, gouvernement de la RDC, nous n'avons jamais reconnu à nos partenaires de la MONUSCO ou à qui que ce soit qui n'appartiennent pas à l'espace institutionnel de la République démocratique du Congo le pouvoir de décider de l'affectation des officiers militaires des FRDC s'agissant d'une guerre que nous menons contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Donc une chose est de nous assister le gouvernement, assister les FRDC à faire leur travail. Autre chose est de se substituer au gouvernement, au président, au commandement supérieur de l'armée, qui sont des institutions constitutionnelles congolaises, pour vouloir organiser les forces armées sur le terrain. Il y a une confusion que nos amis des Nations Unies doivent absolument corriger. Donc, on va déroger à quoi? Si une mesure a été annoncée et qu'elle est totalement illégale, elle est rejetée par la partie congolaise, vous dérogez à ça sur base de quoi? Puisque nous ne reconnaissons même pas l'existence
de cette mesure. Nous ne reconnaissons pas la validité d'une décision venant d'un corps autre que le gouvernement congolais pour régir l'armée congolaise. Alors, vous avez pris cette décision, ça nous a mis en colère, nous avons dit, il n'est plus question alors qu'on coopère, et vous revenez en disant, je déroge. Mais vous dérogez à quoi? Vous dérogez à quelque chose qui n'existe pas. Donc, cette décision, pour nous, elle est nulle et non avenue. Elle est supposée ne même pas exister, puisque les Nations Unies n'ont pas pour vocation d'affecter nos officiers. Donc il n'y a jamais eu pour nous des affectations de ces officiers qui ont continué à faire le travail et de manière très correcte, puisque j'ai visité cet espace il n'y a pas longtemps. Et maintenant vous dites réintégrer, mais ils ont toujours travaillé. Vous allez les réintégrer à quoi? Quelque chose qu'ils sont en train de faire. Non, je pense que c'est quelque chose que nous ne partageons pas, une lecture que nous ne partageons pas. Donc pour nous, nous ne faisons aucun commentaire là-dessus parce que nous ne considérons pas qu'il y a eu une dérogation, c'est un non-événement. On peut dire ce qu'on veut, mais pour nous, les deux officiers n'ont jamais cessé d'appartenir au commandement de nos troupes dans cette partie de la République. Il ne faut pas faire dire aux choses ce qu'elles ne disent pas. Monsieur le ministre, ce point précis, Monsieur Martin Kobler, chef de la MONUSCO, ajoute que c'est une dérogation trop généreuse. C'est son expression. Je n'ai pas de commentaire à faire. Le gouvernement, considère que cette histoire n'existe pas. Il n'y a jamais eu de retrait des officiers d'une opération que nous avons lancée et qui est en train de se mener. Donc il n'y a pas réintégration de ce qu'on n'a jamais retiré. Donc pas de commentaire. Alors, parmi les points de désaccord, je reviens encore avec vous sur la réduction des effectifs de la MONUSCO. L'opposition a donné également de la voix à Kinshasa. Ici, par exemple, le député Franck Diongo trouve la décision du gouvernement de la République irrationnelle. Pour lui, la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo est encore nécessaire, surtout dans la perspective des élections à venir, parce que la MONUSCO, par sa présence, sera amenée à certifier les élections dès la présidentielle. Vous savez, il y a des gens dans la classe politique qui croient que sans un élément d'extranéité dans le processus institutionnel congolais, ils n'ont aucune chance de percer. Ils ne font pas confiance en leurs compatriotes, ceux qui ont la décision, c'est-à-dire le peuple qui vote. Ils ne font pas confiance en leurs institutions. Ils se réfèrent plus à l'étranger à qui ils vont offrir des services. Je vais vous aider à replacer le Congo sous tutelle. En fait, c'est ça. Et nous avons connu des gens comme ça. En 1960, le fameux parti que l'on appelait Parti national du progrès, que les Congolais dans la rue ont transformé en parti de nègres payés. Donc, on connaît cela. C'est des choses qui me laissent totalement de marbre. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut dire que ce monsieur est plus royaliste que le roi, puisque maintenant que la MONUSCO elle-même recule en parlant de dérogation, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va s'en prendre à la MONUSCO pour avoir reculé et avoir fait un pas vers nous. Donc vous voyez comment on peut se ridiculiser en cherchant à flatter quelqu'un qui est dans son tort. C'est tout ce que je peux dire. Alors, également, du côté, sur le terrain, on donne de la voix. Le président de l'association intercommunautaire du Nord Kivu juge la situation sécuritaire très dégradée et que la présence de la MONUSCO est encore nécessaire, monsieur le ministre. La situation sécuritaire est dégradée depuis très dégradée depuis plus de 15 ans. Je pense que maintenant, elle l'est un peu moins qu'avant, puisqu'il fut un moment où nous avons déploré des centaines de milliers de morts. Il fut un moment où nous avons déploré des millions de déplacés. Je ne pense pas que le tableau aujourd'hui soit le même. Je pense qu'il ne faut comparer que ce qui est comparable et avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a des problèmes, certes, mais que ces problèmes ne sont plus de la même ampleur. Toute analyse qui fait l'économie de cette objectivité n'a pas de sens, n'a pas de chance d'aboutir à des conclusions utiles. Donc il ne faut pas, pour des raisons politiciennes, dire n'importe quoi. Il y a bien sûr des problèmes, mais sont-ils du même ordre qu'avant que les FARDC n'interviennent et n'interviennent seuls? Or, avant que les FARDC n'interviennent seuls, la MONUSCO, elle n'a pas existé. Ça fait 15 ans qu'elle est là. Est-ce qu'ils se souviennent de ça?
ne faut pas parler de la MONUSCO comme d'une force qui est venue hier ou avant-hier. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ça fait 15 ans que nous débattons du fait que nous pouvons y aller ensemble. Ça fait 15 ans qu'on nous oppose des conditionnalités, qu'on nous met des bâtons dans les roues ou des pots de banane pour nous empêcher effectivement de résoudre des problèmes de sécurité. Et pour une fois que nous-mêmes, nous avons entrepris, on dirait que c'est des gens, il y a des gens qui ont difficile à se réveiller, à se rendre compte que leur pays peut résoudre des problèmes. C'est de l'incrédulité. Est-ce que les forces armées sont en train de repousser les frontières de ce terrorisme hideux que représentent les FDLR, les ADF? Est-ce que ce responsable de la société civile peut, les yeux dans les yeux, me dire que les FARDC ne font rien ou ne font pas mieux qu'avant? Les FARDC font mieux qu'avant, alors où est le problème? Où est le problème? Si les FARDC font mieux qu'avant, où est le problème? Quelle est cette loi de la nature qui dit qu'il faut que la MONUSCO soit là pour que les FARDC fassent quoi? Des miracles? Mais depuis 15 ans, où sont les miracles? Donc il faudrait quand même essayer de réfléchir avec son esprit, avec beaucoup de lucidité et d'objectivité. Monsieur le ministre, les caucus des députés nationaux à Kinshasa et s'est dit également très inquiet, pas plus tard qu'il y a 48 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a également signalé où les égorgeurs là-bas font de nouveau parler d'eux, ils se font signaler. On annonce 6 morts, dont 2 enfants, qui demandent au gouvernement de la République de faire tout ce qui est en son pouvoir, de mettre définitivement fin à cet état de choses. Le gouvernement est occupé depuis plusieurs mois à gérer cette situation sécuritaire préoccupante dans le Grand Nord, et essentiellement dans le pourtour de Béni. Ce n'est pas à Béni, c'est autour de Béni. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des avancées. Il ne faut pas simplement mettre en exergue les défis et passer sous silence les avancées. Sinon, vous n'avez pas une image objective qui vous permette d'apprécier ce qui est en train d'être fait réellement. Si là où on tuait 100 personnes en une fois, il n'en est mort que 6, est-ce qu'on va dire que c'est plus grave que quand on en a tué 100? Non. Bien sûr, 6 personnes qu'on tue à Béni, c'est 6 personnes de trop. Ça nous révolte. Nos soldats sont aux trousses de ces gens-là. Mais n'allez pas prétendre que l'armée ne fait rien parce que les gens qui tuaient 100 personnes à la fois en ont tué 6. Reconnaissez quand même qu'il y a une évolution qui va dans le sens de la disparition de cette maladie honteuse qu'est le terrorisme dans le Grand Nord. Et l'armée n'a pas été envoyée là-bas pour accomplir je ne sais quel miracle ou quoi. C'est des efforts qu'on demande à ces jeunes gens. Et l'ennemi est là pour contourner notre armée. L'essentiel pour nous, c'est que l'effort soit maintenu. L'essentiel pour nous, c'est que des actes comme ceux auxquels vous venez de faire allusion ne restent pas impunis. L'essentiel pour nous, c'est que la population qui coopère avec l'armée donne suffisamment d'informations pour que l'armée puisse affiner ses techniques de poursuite et de démantèlement de ces réseaux qui sont là comme des ennemis et pas comme des amis. C'est comme si on pensait que les ADF sont là pour nous aider et qu'ils ont failli à leur devoir. Non, l'ADF c'est l'ennemi. Nous avons face à nous un ennemi. La population, la société civile, les partis politiques, l'armée, le gouvernement, nous sommes dans un camp. Beaucoup de gens oublient cela, parce qu'il y a confusion entre la guerre qui se passe là-bas et la fameuse guerre politique, les élections qu'on va avoir plus tôt. Tout le monde veut profiter des problèmes qui peuvent résulter du champ de bataille pour résoudre des problèmes de confort politique. On ne s'en sortira jamais. Il faut savoir faire l'unité, l'union sacrée face à des préoccupations sécuritaires comme cela. Beaucoup sont incapables. Et c'est ça, une maladie dont nous devons guérir dans la classe politique congolaise. Monsieur le ministre, selon l'analyse que vous faites, ça veut dire quoi que les porte-parole du caucus des députés nationaux du Nord Kivu est en déphasage avec vous? Pas du tout. Lorsqu'il dit que, par exemple, ces tueries sont sélectionnées et ciblées en direction de la communauté Nandé. Mais nous sommes parfaitement au courant. Vous croyez que notre armée est là parce que le gouvernement approuve ces tueries? Pas du tout.
le gouvernement a envoyé l'armée pour mettre fin à quelque chose que le gouvernement, autant que la population, autant que ce caucus dont vous parlez, trouve totalement inacceptable. Donc il ne faut pas faire croire qu'il y en a que les uns qui trouvent cela inacceptable et que les autres trouvent cela acceptable, comme si nous envoyions nos jeunes gens de l'armée pour aller jouer au football. Ils vont là-bas jouer leur vie pour leurs frères, pour leurs sœurs. Et c'est le gouvernement qui les envoie. Donc soyons unis. Les discours, faisons-les contre ces gens-là, les ADF et ceux qui les utilisent. Pas de discours contre nous. Pas de division dans le camp de la patrie contre ceux qui agressent la patrie. Parce que là, vous vous affaiblissez et vous affaiblissez la République. C'est tout ce que je dis. Mais nous sommes d'accord dans l'analyse avec eux. Monsieur le ministre, ces faits des tueries sont-ils les faits des guerres ou alors, comme le dit Raymond Tchibanda, c'est des cas de criminalité que les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à rétablir l'ordre public. Dans la plupart des cas qui sont mis en exergue, notamment par certaines ONG qui se sont mis au service de ceux qui veulent prolonger indéfiniment le mandat de la MONUSCO, sont des faits divers, sont des problèmes qui relèvent de la police, des problèmes de violation de la tranquillité publique, bien qu'il y ait aussi des cas de terrorisme, qu'il y ait une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique, non conventionnelle, et qui prend aussi les formes de violation de la tranquillité publique, de l'ordre public, qui prend les formes de faits divers. Donc c'est cela, mais nous ne sommes plus face à un cas de guerre de tranchées, c'est ce que le ministre dit et que le gouvernement pense. Il n'y a pas une guerre de tranchées qui nécessite que nous ayons 20 000 militaires des Nations Unies ici au Congo, à côté de plusieurs dizaines de milliers de militaires de la RDC. Pourquoi ne pas apporter un appui logistique aux militaires de la RDC qui sont formés pour faire le travail chez eux, parce qu'eux sont prêts à mourir pour leur peuple, comme c'est démontré. Monsieur le ministre, l'ambassadeur de France à Kinshasa conseille ce qu'il appelle la meilleure boussole. Pour lui, c'est les dialogues entre vous, le gouvernement de la République, et la MONUSCO pour arriver à un consensus. Nous n'avons jamais cessé de dialoguer avec la MONUSCO. Même lorsque le président de la République a fait des remarques extrêmement fermes et sévères sur les attitudes de la MONUSCO concernant les dossiers des deux généraux dont on dit maintenant qu'ils sont bénéficiaires de quoi? Dérogation. Dérogation trop généreuse. D'une mesure qui est censée ne même pas avoir existé, qui n'a aucun contenu légal. Le président était en dialogue. La MONUSCO, le président, monsieur le ministre, vous prenez, non? Non, nous ne sommes pas de la MONUSCO. Nous ne sommes pas un État sous la tutelle de la MONUSCO. Vous dérogez à l'application d'une loi à quelqu'un qui est soumis à cette loi. Mais ça nous permet d'avancer. La Direction générale des douanes et accises peut permettre à M. Simplice Kalunga, qui importe un véhicule utilitaire de l'Europe et qui prouve qu'il veut utiliser ce véhicule pour l'aide aux personnes handicapées à Kinshasa, une dérogation. Il dit, au lieu de payer la douane, je déroge au principe du droit commun, je vous accorde de ne pas payer la douane parce que vous allez faire une activité d'intérêt public. Mais il vous accorde cette dérogation parce que de par la loi, vous êtes soumis au paiement de la douane qui relève de son autorité. C'est exonéré. Alors, l'armée de la RDC n'est pas sous le commandement de la MONUSCO. Dites-moi au nom de quoi la MONUSCO peut punir un officier ou deux officiers de l'armée de la RDC sans passer par le gouvernement. C'est ce que le président a refusé. Et alors, le président ayant refusé cela, ces officiers étant en train de travailler, dites-moi au nom de quoi encore les Nations Unies peuvent venir déroger à une sanction que nous n'avons jamais pris en considération, qui n'a jamais existé. Donc il ne faut pas trop insister parce que vous allez créer des commentaires peut-être acerbes que je n'aimerais pas développer ici parce que nous voulons conserver de bonnes relations avec nos partenaires de la MONUSCO. Alors à partir de lundi, les discussions vont continuer, vont se poser, vont reprendre. Est-ce qu'un consensus est possible
Les entre uns et gens, les autres entre gens de bonne volonté. vont mettre un bémol. Entre gens de bonne volonté, Oui. un consensus est toujours possible, si tant il est vrai que la MONUSCO est ici pour l'intérêt bien compris des populations de la République démocratique du Congo, qui sont représentées face à la MONUSCO par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas d'autre choix que d'arriver à des compromis, d'arriver à des consensus. Vous savez, la vie commune Qui irait dans le sens de la réduction. La vie commune est faite de consensus mutuels et quotidiens. Mais, étant donné que la MONUSCO reconnaît elle-même que son destin n'est pas de rester ad vitam aeternam en RDC, et que nous demandons à récupérer toutes nos capacités en matière de sécurité en RDC, je pense que c'est déjà une possibilité de rapprochement. Tout le reste n'est que question de détails. Et on va commencer à parler de détails aujourd'hui même. Voilà. Pourquoi, dans les rangs de l'opposition, de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que, sur la conclusion que vous donnez, que seuls les FARDC, même si on parle de la montée en puissance, ne sont pas encore en mesure d'assumer seule la responsabilité de la sécurité des personnes et de leurs biens en République démocratique du Congo? Je ne pense pas que les leaders de l'opposition dont vous parlez ignorent la réalité. Franck Diongo, lui, il parle des faillites. J'apprécierais que vous ne citiez pas des noms, parce qu'il y a des gens dont je n'aimerais vraiment pas surtout entendre parler. Ah bon? Sur lesquels je n'ai pas envie de disserter, parce que pour ceux qui les représentent, sincèrement... Ce sont des hommes politiques qui font des déclarations. Oui, hommes politiques, nous le sommes tous. Je préfère même qu'on m'appelle homme d'État que homme politique, parce qu'on voit qu'on partage cet honneur avec certains. Donc, bref, il y a des responsables dans l'opposition qui ont leur point de vue. Je ne crois pas que ça part de l'ignorance. Ils savent bien ce qu'est leur armée. Il n'y a aucun Congolais ici, peu ou prou, qui ignore que les forces armées sont en train de retrouver leur pleine capacité. Je pense que c'est de l'antipatriotisme. Des gens qui parlent comme ça ont choisi leur camp. Ils ont choisi de vendre pratiquement, entre guillemets, la souveraineté de leur pays à leur confort personnel. Être au pouvoir par un raccourci que peut faciliter la communauté internationale. Parce qu'il y a des gens dans la communauté internationale qui viennent avec des gros sabots faire croire aux gens que c'est eux les faiseurs de rois en Afrique. On voit même des Africains comme nous, des jeunes gens, nos petits frères, nos enfants, qui viennent à Kinshasa, ils viennent de Dakar, ils viennent de Ouagadougou, et ils veulent faire des rois au Congo ici, au lieu de nous respecter. Nous sommes quand même en position de grands frères en Afrique. Vous voyez des gens qui viennent d'un pays de 11 millions d'habitants, ils veulent nous montrer comment on s'organise. À ce géant ici, vous allez montrer comment il faut s'organiser, comment organiser les gens. Vous représentez seulement la ville de Kinshasa, vous venez nous donner des leçons ici de démocratie. Vous venez donner des leçons de démocratie et de dignité aux descendants de Lumumba. Un peu de modestie. Donc il y a des gens qui ont choisi de ramer sur cette voie-là. Je ne pense pas que c'est rationnel de leur part. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils assument leur choix. Ce n'est pas un débat que moi je préfère avoir. Ils savent que l'armée congolaise est capable d'assumer aujourd'hui toutes ses responsabilités en matière de sécurité. Et s'ils étaient au pouvoir, c'est le langage qu'ils utiliseraient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour y arriver, même à détruire la réputation de leur armée, même à démoraliser leur peuple, même à démobiliser leur armée. Et c'est ça que je trouve vraiment regrettable. Monsieur le ministre, alors vous faites allusion à ce que vous appelez ces gens-là. Alors, tout le monde a compris, il s'agit de 4 Sénégalais et Burkinabés déclarés persona non grata par le gouvernement de la République démocratique du Congo, expulsés. Ils sont arrivés chez eux, accueillis là-bas chaleureusement, à bras ouverts, comme on dit les médias occidentaux, et ils ont jubilé. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, ils disent ils vont pas en démordre, ils vont continuer à réseauter avec les leurs, qui sont les Congolais, qui sont restés ici pour continuer leur action.
Intellectuellement, je suis intéressé à savoir comment ces petits gaillards vont continuer, comme vous le dites, leur travail, comment ils vont changer de système politique en RDC à partir de Dakar, comment ils vont nous imposer des leaders qui vont diriger nos institutions à partir de Ouagadougou, mais c'est vraiment de la présomption. C'est le crapaud qui se fait aussi grand que le bœuf, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Chacun fait son lit comme il l'entend. Vous voulez changer le Burkina Faso, changez-le comme vous voulez, vous êtes burkinabé. Il n'y a aucun Congolais qui est allé au Burkina Faso. Il y a eu des racontards ici dans les médias sociaux et tout ça, les réseaux sociaux. Oh, tel monsieur de la famille politique du chef de l'État, personne ne s'est soucié de cela. Pourquoi ils viennent ici chez nous? Qu'ils laissent les Congolais résoudre leurs problèmes. Nous avons nos problèmes et nous avons des solutions à nos problèmes. Personne n'a besoin d'un Burkinabé pour résoudre les problèmes de la RDC. Personne n'a besoin d'un Sénégalais pour résoudre les problèmes de la RDC. Qui leur a demandé de venir? Et ils viennent ici enseigner à nos militants, à nos enfants quoi? À dire il y en a marre. Vous avez marre de quoi? Vous avez marre de votre vie? Vous avez marre de votre pays? Vous avez marre de vous-même? Mais nous avons connu ce type de courant culturel ici. Hein? Si Laouka, si Tutuka, Tiamutubakata, tout ça. Mais c'est ça, il y en a marre. Vous croyez que vous allez mobiliser un peuple pour sa renaissance sur des idées comme ça, Tiamutubakata. Il y en a marre. Et balayez-moi tout ce qui existe. Mais c'est quoi? Dans les années 60, lorsque les gens s'entretuaient ici, il y avait un major de la rébellion de Kisangani qui s'appelait Kifakio, le balai. Son rôle, c'était arriver quelque part et tuer tout le monde. Et c'est ça l'idéologie? Venir balayer. C'est quoi? Balayer quoi? Un pays que vous ne connaissez pas, qui n'est pas le vôtre. Vous venez balayer quoi? Au nom de quoi? Vous insultez même vos amis congolais en disant vous n'avez pas d'idée, vous ne valez rien, c'est moi le petit rappeur burkinabé qui va venir vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut respecter les Congolais. Il faut que les Africains respectent les Africains. Il ne faut pas singer les Européens qui prétendent avoir des leçons à nous donner. Aucun Sénégalais n'a de leçons à donner à un Congolais. Et aucun Congolais n'a de leçons à donner à un Sénégalais. Et aucun Burkinabé n'a de leçons à donner à un Congolais. Tout comme un Congolais n'a pas de leçons à donner à un Burkinabé. Alors, cessez de singer les Européens. Ça ne m'étonne pas que c'est des Européens et des Américains qui ont financé cela, parce que ne voulant plus agir à découvert, ils ont trouvé comme toujours des portefaix, des gens qui viennent agir à leur place. Vous savez, les esclavagistes qui vendaient nos frères au Brésil ou aux Amériques, c'était des Africains aussi, qui venaient soi-disant pour nous civiliser. Donc, quand est-ce que nous allons cesser à avoir cette mentalité d'esclavagiste qu'on utilise pour mieux asservir les autres peuples, avec des discours que des nègres payés à Paris déversent pour féliciter? Vous allez féliciter des gens pour avoir brûlé leur parlement? Où a-t-on vu une chose comme ça? Au lieu de réussir à changer un système et à garder vos biens, les biens que vous avez payés avec l'argent des impôts, vous brûlez et vous dites non, il y en a marre. Nous, on n'a pas marre. Nous, on veut construire notre pays. Nous, on ne veut rien perdre. Nous, on ne veut rien brûler. On a marre de personne. On va demander au peuple qui il veut et celui-là va nous diriger jusqu'au moment où la Constitution met fin à l'exercice de son pouvoir. Alors ne venez pas avec vos « il y en a marre », ceci, cela. Ça ne marche pas. Alors, ils ont été accueillis. J'ai appris qu'il y avait des cris contre le président Kabila, mais des Sénégalais qui crient contre le président Kabila, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il est quoi par rapport à... On est dans quel monde là? Oui, dans quel monde? Quelqu'un qui n'est pas votre président, vous ne l'avez jamais voté, il ne viendra jamais chez vous exercer un leadership, vous n'avez rien à lui demander, et vous manifestez contre lui. Mentalité d'enfant gâté. Manipulation des Occidentaux. Attendez, est-ce que le gouverneur de la République peut élever une protestation sur ça? Il n'y a pas de... C'est tellement ridicule, c'est tellement bas. Et nos relations sont tellement correctes avec ceux qui dirigent que ce n'est pas ceux-là qui représentent le Sénégal. Mais les chefs d'État légitimes d'un pays étranger, qui va être vilipendé dans un aéroport par des gens comme ça. Mais écoutez, l'ambassade fait ce qu'elle peut, c'est tout. Mais pour nous, nous ne formalisons pas. Ce n'est pas ici à Kinshasa. Ils ont tenté de venir ici. Ils n'ont pas eu même la possibilité de faire un seul pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui veillaient à la sécurité des Congolais, qui veillaient à ce que tout ce qui se fait au Congo le soit par des Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, et qu'il n'y ait pas de désordre. Donc il y en a marre, les quoi, ce n'est pas pour nous. Nous avons nos propres structures ici. Alors par rapport à ça, M. le ministre Lambert Mende Omalanga, quel va être maintenant le sort d'abord des Congolais qui étaient avec ces gens-là?
ces gens-là. Nous supposons que c'est eux qui les ont invités à venir se mêler de nos histoires. Encore derrière les verrous. Mais c'est eux qui les ont invités, ils doivent se justifier. Le procureur va décider, peut-être qu'on va les relaxer, peut-être qu'on va estimer qu'il n'y a pas eu beaucoup de dommages, il n'y a pas eu de blessés dans cette histoire, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu pratiquement de destruction. Bon, le procureur va décider. Je ne peux pas me mettre à la place du procureur. Alors, à la suite, quel est l'essor du fameux Filimbi, hein, en swahili, pour dire siffler en français, et comme mouvement d'action pour la gouvernance, comme il le disait? Quel est l'essor que le gouvernement vous a... C'est des imitateurs. C'est des imitateurs. C'est vraiment extrêmement dégoûtant. Ça fait depuis la conférence nationale que les gens sifflent quand ils ne sont pas contents. Ça fait depuis les élections que les gens sifflent quand ils ne sont pas contents. Le 20 janvier, les gens ont sifflé au Parlement. Alors, Filimbi, ça devient une découverte maintenant. Les sifflets ont été importés de Dakar et du Burkina Faso. Non. Filimbi, je ne sais pas si c'est sifflet que ça veut dire. Est-ce que c'est la première fois qu'on a sifflé ici au Congo? Et pour siffler ici au Congo, il faut faire venir des gens du Burkina avec des chanvres dans leurs valises. Est-ce que c'est ça qu'on nous promet comme révolution ou quoi? Si les Congolais veulent siffler chez eux, ils sifflent. Pourquoi ça doit être un Sénégalais qui vient siffler ici au Congo? Vous croyez que pour que les Congolais sifflent, il faut que les Sénégalais lui apprennent à siffler? Mais c'est une injure faite aux Congolais. Laissez les Congolais mener leur opposition comme ils l'entendent au Congo. Respectez-les. C'est tout ce qu'on demande à ces jeunes gens. Faites votre révolution chez vous. Vous n'aimez pas Ouadé. Ouadé, c'était votre président. C'est votre problème. Qui a demandé à un Sénégalais de venir choisir notre président ici? Depuis quand un Sénégalais va venir choisir, refuser, accepter un président ici? Quand j'entends tous ces Français qui parlent dans leur radio, leur télévision, oui, les militants antidémocratie qui ont été arrêtés, et ils ne disent pas que c'est des étrangers. Moi, je vais aller en France, commencer à organiser des manifs contre tel ou tel camp politique en France, et ils vont me laisser libre. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Tout ça, c'est une tentative de chosifier l'Afrique, une tentative d'opposer les Africains entre eux. Et il y a des petits naïfs qui mordent à ça parce qu'on donne 100 000 euros ici, 2 000 euros là-bas, etc. C'est ridicule, moi j'ai honte. Qu'est-ce que vous répondez à ces téléspectateurs des Nouvelles Donnes de Sydney, un Congolais, qui se demandent s'il n'y a pas eu quand même, parce que le mal a été fait, il y a eu des failles au niveau des non-services. Comment se demande-t-il? Il m'a envoyé un SMS. Des gens comme ça ont pu se voir délivrer les visas d'entrer en République démocratique du Congo. Ils arrivent à l'aéroport international d'Indjili et ils franchissent la frontière pour entrer au Congo. Bah, il aurait mieux fait de poursuivre le raisonnement. Quelles sont les responsabilités? Il aurait mieux fait de poursuivre le raisonnement en disant, puis ils commencent à s'adonner à leur entreprise de déstabilisation et se font coincer aussitôt. Voilà. Je pense que c'est ça la réponse. Il fallait les laisser aller jusqu'au bout de leur logique parce que c'est pédagogique. Parce que les petits malfrats, ils se croient toujours plus malins que les services chargés de l'ordre public. Et donc ici, leur démontrer la vanité de leur projet, parce qu'ils prétendent qu'ils ont été au Mali, ils ont fait ça, ils ont été au Niger, mais la RDC n'est ni le Mali ni le Niger, pas plus qu'il n'est le Sénégal ou le Burkina Faso. Il fallait leur montrer par l'absurde que ces tentatives de déstabiliser un pays qui essaie de résoudre ses problèmes, nous n'avons jamais dit que nous n'avons pas de problèmes, mais nos problèmes sont nos problèmes. Ce n'est pas des problèmes il y en a marre du Sénégal, ce n'est pas des problèmes du Burkina Faso. Ce sont des problèmes des Congolais. Alors il fallait leur donner cette leçon pour leur dire c'est inutile de vous agiter. Ici, il y a des hommes et des femmes qui sont jaloux de la souveraineté de leur pays. Alors occupez-vous de votre pays, laissez leur pays tranquille. Il fallait que cette leçon fût donnée. Et donc je félicite les forces de police, je félicite les services consulaires, je félicite les forces d'intelligence qui ont agi en concertation pour attraper ces malfrats, la main dans le sac, et les renvoyer. Ils font la fête, mais ils font la fête pour avoir échoué. Si vous avez eu un projet que vous avez échoué, vous ne fêtez pas. Ils ont échoué, maintenant ils sont au Sénégal. Vous allez changer le Congo au Sénégal. Vous allez changer le Congo au Burkina Faso. C'est un échec.
grâce justement à l'intelligence de nos services. Alors, des élections générales à venir chez nous, en République démocratique du Congo, il y a quelques jours, un groupe d'opposants congolais a fait le déplacement des États-Unis. Nous savons ce qui s'est passé là-bas, monsieur le ministre. Mais juste au lendemain de ces voyages aux États-Unis, il y a un autre opposant, un député, vous allez encore... Je cite les noms des gens. Mais les politiciens, quand vous faites des déclarations sur la place publique, attendez-vous à des réactions que nous, les journalistes, nous faisons notre travail, nous citons les noms quand nous en avons des preuves. Qui vient de mettre en place un nouveau courant dénommé classe politique, nouvelle classe politique et sociale, et se donne comme but de libérer les Congolais. Je crois que la sortie officielle va avoir lieu aujourd'hui, samedi. Libérer les Congolais mentalement, pour se départir des influences étrangères. J'ai entendu parler. Excellente idée. J'ai entendu parler de cette initiative d'un député de l'opposition. Vous appuyez, vous le saluez? Oui, je salue cette initiative. Je pense que ce n'est pas parce qu'une idée vient de l'opposition qu'elle est mauvaise. Je pense que la classe c'est en réaction à ceux qui sont... Oui, la classe politique congolaise, surtout dans l'opposition, a besoin d'une sorte d'aggiornamento. Il faut que les gens se remettent en cause. Il n'est pas possible que 55 ans après l'indépendance, on trouve encore des politiciens congolais qui vont à la métropole, entre guillemets. Bien sûr, en Europe, on a découvert leur petite peccadille, tout ça. Alors, il faut aller aux États-Unis, là où on n'a pas encore tout à fait la maîtrise de leur dossier, pour demander, supplier les maîtres du monde à venir s'immiscer dans les affaires domestiques de notre pays. Vous savez, ces ingérences-là, quand on les demande et quand elles commencent, on sait évaluer comment ça se passe. Mais jusqu'où ça va aller, personne ne le sait. Peut-être que ça va emporter même ceux qui sont allés négocier. Parce que vos intérêts ne sont pas nécessairement ceux de la puissance que vous invitez à venir reprendre en main les intérêts de votre pays. Donc c'est de l'insouciance, c'est de l'inconséquence politique. Et moi je salue ce député de l'opposition. Steve Mikaï, moi je le cite. M. Mikaï, oui bien sûr, quand c'est dans le bon sens. Pourquoi pas? M. Mikaï qui a lancé cette espèce d'alerte qui s'adresse à nous tous. Ce n'est pas seulement à l'opposition, bien que l'opposition est allée un peu jusqu'à la caricature. Mais même dans la majorité, il en est qui croient que rien ne peut se faire dans nos pays sans l'aval des anciens maîtres et des maîtres actuels du monde. Or, nous devons vivre dans l'idée que ce pays, il est à nous, que nous n'avons pas de maîtres, nous avons des partenaires, et qu'il faut absolument faire en sorte que chaque jour, la RDC soit de plus en plus contrôlée par les Congolais eux-mêmes et que l'histoire de notre pays soit écrite par nous, au lieu d'aller inviter d'autres à venir écrire l'histoire. Vous vous imaginez des gens qui vont même demander qu'on leur permette qu'on leur désigne un candidat commun entre eux. Donc ils vont un peu faire une sorte d'examen de passage pour que les maîtres disent oui, celui-ci écrit mieux, celui-ci défendra mieux nos intérêts, mais dans quel monde vivons-nous? Donc j'appuie cette initiative du député. Alors vous parlez des désignés, la demande qu'ils ont faite là-bas, au pays de l'oncle Sam, les désignés, je sais pas, un dauphin commun. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite phrase des Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, et lobbyiste du gouvernement rwandais aux États-Unis. Alors vous ajoutez, oui, c'est une précision d'État. Absolument. Bon, alors Herman Cohen, il dit, son pays, les États-Unis d'Amérique, n'a pas encore trouvé un dauphin pour Joseph Kabila Kabange. Mais d'abord, ce n'est pas le rôle des États-Unis d'Amérique de trouver un dauphin pour qui que ce soit dans un pays qui n'est pas les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, on ne voit pas comment le représentant des intérêts d'un pays voisin de la RDC est le meilleur porte-parole des intérêts de la RDC. Pourquoi nos amis ne trouveraient pas des lobbyistes pro-RDC qui parleraient de la RDC, en faveur de la RDC? Pourquoi aller se mettre à la traîne de quelqu'un qui a déjà un autre patron?
dans la région et dans le continent africain qui n'est pas la RDC? Ce sont des questions que je me pose. Voilà. Bon, alors, on va évoluer, Monsieur le ministre, pour aborder les chapitres de la justice. Bosco Ntaganda, toujours dans les mains de la justice internationale à la Haye, à la CPI là-bas. Les juges viennent de décider de délocaliser l'ouverture du procès de Bosco Ntaganda à Bunia, en Ituri. Vous en dites quoi, Monsieur le ministre? Théoriquement, ce serait quelque chose de bien parce qu'il faut une pédagogie dans toutes ces procédures internationales pour des faits qui révoltent la conscience de l'humanité, qui sont humainement inacceptables. Il faut absolument envoyer un signal et aux victimes et aux apprentis seigneurs de guerre qui pullulent dans notre pays. Même dans cette ville, il y a des gens qui rêvent à une carrière de seigneur de guerre. Même ceux qui vont aux États-Unis cherchent en fait des sponsors pour être même seigneurs de guerre parce qu'ils sont prêts à tout, même à empêcher qu'il y ait des élections. Hein? Et donc, je pense que pédagogiquement, ça serait une bonne chose que ce procès ait lieu dans notre pays, mais il faut que toutes les conditions de sécurité soient remplies. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur devront garantir de bonnes conditions. Nous, en ce qui nous concerne au ministère de la Communication, nous ferons en sorte qu'il y ait un reportage nationwide, que toute la nation puisse suivre cela, et avec l'impact de la RTNC dans le monde entier, que aussi des Africains, des Européens, des Américains suivent ce qui a pu se passer là-bas d'horrible, pour qu'ils comprennent le drame que ce pays a traversé et que beaucoup essayent de minimiser. Alors, vous entendez parler comme ça, la CPI attend l'aval du gouvernement de la République, donc vous allez le donner. Il faut que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur puissent faire un travail et garantissent le gouvernement de la bonne fin de cette initiative, et à ce moment-là, le gouvernement donnera son feu vert. Alors, on va terminer sur ce chapitre en rapport avec les fameux 100 jours traditionnels de tout gouvernement dans tous les pays du monde, où le gouvernement de cohésion nationale vient d'accomplir, de totaliser 100 jours aux commandes des affaires. Alors, monsieur, vu les missions vous assignées à ce gouvernement de cohésion nationale par les présidents de la République, Joseph Kabila et Kabange, mission accomplie, Oui, je pense qu'il appartient au peuple congolais et à nos partenaires de pouvoir élaborer un bilan objectif, quoi qu'il en soit. 100 jours après le deuxième gouvernement Matata, force est de constater que nous avons maintenu le cap, ça personne ne dira le contraire. L'économie se porte... Si, un député national, l'économie se porte... Tableau complètement noir, il parle de faillite. Bon, ça c'est les critiques rituelles de gens qui ne peuvent plus raisonner, tellement ils sont obnubilés par le fait qu'ils vont perdre les élections, ne m'intéresse pas. Frappé des nécessités politiques. Ici, nous parlons de choses objectives, rigoureuses, il y a des chiffres, les chiffres, vous ne les fabriquez pas. Les chiffres sont là, le PNUD publie des chiffres, le FMI en publie d'autres. Nous venons de recevoir un très haut responsable du FMI, le vice-président, je crois, M. Lipton, qui a dit « En venant au Congo, j'éprouvais comme un malaise. En repartant du Congo, je me rends compte qu'on m'a gavé de mensonges sur le Congo. » Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne communiquez-vous pas à l'étranger pour faire connaître ces belles performances qui sont les vôtres? Je cite M. Lipton, vice-président du Fonds monétaire international. Mercredi prochain, le 25, le gouvernement, ensemble avec tous ses partenaires au développement, FMI, PNUD, Banque mondiale, FNUAP, etc., nous allons organiser une communication avec vous des médias, avec la société civile, avec beaucoup d'invités, pour indiquer exactement ce qu'il en est de tous les engagements en matière de développement du gouvernement de la République démocratique du Congo, indiquer où nous en sommes par rapport aux objectifs que nous devons atteindre. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges qui sont déversés sur l'opinion nationale et internationale à cause de motivations politiciennes.
qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est aussi une motivation politicienne lorsqu'on a entendu dire par rapport à ces 100 jours du gouvernement de la cohésion nationale, un député national de l'opposition, il affirme, pour lui, le seul espoir qui reste pour les peuples congolais, c'est l'alternance en 2011. 2016, vous savez, pardon. L'alternance, on ne l'a pas par une sorte de... Que ça ait chi les 100 jours. On n'obtient pas l'alternance à force d'en parler seulement. Alternance, alternance, et puis elle vient. Non. Descendez dans l'opinion. Demandez à la population si elle se sent bien dirigée ou non. Demandez si elle apprécie les performances de ceux qui sont en place ou non. Faites valoir votre propre projet. Qu'est-ce que vous ferez à la place? Et laissez-le décider. Ce peuple-là, que tout le monde invoque, on oublie que c'est lui qui nous a mis là. Aujourd'hui, c'est comme si c'est l'opposition qui est la majorité et c'est nous qui sommes l'opposition. Mais il parle au nom de qui? Nous avons été élus par ce peuple-là. Qui vous dit que ce peuple n'est pas content dans sa majorité de ce que nous avons fait de ce pays en termes de sécurisation, en termes de stabilisation, en termes d'agrégat macroéconomique, en termes de social, l'éducation, la santé, etc. Qui a dit ça? Donc, l'alternance, ce n'est pas l'idée que tel opposant qui s'aime beaucoup devienne président. Non, non. Et l'alternance, ce n'est pas une valeur absolue. C'est la volonté du peuple. Le peuple peut même ne pas vouloir l'alternance. Ça s'est déjà vu. Le peuple peut dire, je suis suffisamment satisfait de ce qui existe, je continue avec ça. Donc il ne faut pas venir engager le peuple comme si un député est le peuple. Non. Le peuple se décide à la faveur des élections, monsieur. Alors, un peu de patience, un peu de modestie. Attendez, le soir de la proclamation des élections, on verra bien si c'est vous qu'on va choisir pour cette alternance ou si c'est notre famille politique qui va continuer. Mais dans le même peuple, monsieur le ministre, on entend dire aussi que le peuple a peur de faire ses sauts vers l'inconnu. Il y a tout le peuple a toujours raison. Oui. Si c'est ça qu'il dit, c'est que c'est ça le chemin de la raison. On connaît Joseph Kabila et son action. Le peuple a toujours raison. Mais les sauts vers l'inconnu, là. Mais moi, je vous dis ceci, je ne sais pas si cela est vrai. Je n'ai jamais fait non, moi, je suis journaliste et moi, j'entends des tout, les côtés. Hein. Mais le peuple a toujours raison. Vivons avec cette idée-là. Le peuple n'a pas raison uniquement lorsqu'il partage mes points de vue. C'est ça la faute que certains dans l'opposition commettent. Que le peuple n'a raison que lorsque ses points de vue rencontrent les miens. Non, le peuple a toujours raison. Si elle estime faire confiance à ce qui est connu, eh bien c'est ça l'intérêt du pays. À ce moment-là, il faut s'incliner. Et je suis sûr qu'ils seront obligés de s'incliner. Moi je lis un peu comme dans un livre ce qui va se passer. Beaucoup d'amertume, mais ils s'inclineront. Votre mot de conclusion. Le peuple a toujours raison et je pense que le mot de la fin pour moi, c'est de remercier ce peuple, de garder son calme, de garder sa confiance en lui-même. Il y a tellement de gens qui veulent faire perdre confiance en notre peuple, parce que beaucoup de gens veulent diriger le peuple congolais sans être congolais eux-mêmes, et utilisent pour cela la grande... comment dire, boulimie politique de certains dans l'opposition qui sont prêts à vendre père, mère et enfants pourvu qu'on leur cède une partie du colifichet du pouvoir. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement de la République, c'est lui, moi c'est Simplice, Divine Kalunga Wakalunga Kasongo. Merci à vous de nous avoir regardés depuis le début de l'émission, où que vous soyez, de partout dans le monde. Merci à Pierre Mwanda qui a réalisé cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition.